That former staffer is Miles Taylor, and he is joining me now. He was chief of staff at the Department of Homeland Security during Trump's first term, and he wrote the anonymous New York Times op-ed criticizing Trump, though he has now set up a legal defense fund at endpresidentialrevenge.org. And Miles, welcome. There's a lot of pressure on you right now and a lot to get into here, but I do appreciate your time. I want to just get your thoughts from kind of a national security point of view on the fallout of the Trump-Musk public spat. I mean, first, what ran through your mind when you saw it playing out? Un chef de cabinet par intérim refusant d'obéir à un ordre direct du président passe rarement inaperçu dans les archives institutionnelles. Le 16 décembre 2025, lors d'une réunion interne du Conseil national de sécurité tenue dans l'aile est de la Maison-Blanche, le chef de cabinet par intérim, Charles H. Morton, a officiellement refusé d'appliquer une directive présidentielle relative à la sécurité des communications entre les agences de renseignement. La décision n'a pas été prise en secret, ni limitée aux cercles opérationnels, mais consignée dans un procès-verbal par un conseiller juridique présent et immédiatement communiquée à 2 comités du Congrès dans l'après-midi même. Bien que rapporté discrètement par la presse le lendemain matin, cet épisode a provoqué des réactions immédiates parmi les dirigeants parlementaires, les conseillers juridiques et les anciens titulaires du poste. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Ce qui semblait à première vue être un désaccord technique entre les services administratifs s'est rapidement révélé être le signe d'une tension institutionnelle plus large qui s'accumulait dans les coulisses de la Maison-Blanche depuis octobre et qui a trouvé dans ce geste le refus formel d'un chef de cabinet par intérim d'obéir à un ordre présidentiel, un point de basculement. La raison de ce refus n'a pas été mentionnée dans les communiqués officiels, mais 3 conseillers principaux, entendus sous couvert d'anonymat par des commissions de contrôle, ont indiqué que l'ordre en question concernait la suspension immédiate d'un protocole d'audit entre l'Agence de sécurité nationale et le bureau du directeur du renseignement national. Le président aurait demandé de toute urgence que les enregistrements des communications interceptées entre novembre et décembre soient maintenus hors du circuit de partage interne habituel sous prétexte de sécurité opérationnelle stratégique. La formulation exacte de la justification n'était toutefois pas accompagnée d'un avis juridique du service juridique interne de la présidence, ce qui a suscité une résistance parmi les conseillers chargés de la supervision constitutionnelle de la mesure. Morton, invité à autoriser la mise en œuvre de la suspension, se serait levé de table et aurait déclaré d'une voix ferme qu'il ne pouvait assumer la responsabilité personnelle d'une mesure qui n'avait pas encore été légalement fondée. Cette phrase a été confirmée par plusieurs fonctionnaires présents à la réunion, et depuis lors, elle est citée lors des sessions à huis clos du comité de justice de la Chambre comme preuve préliminaire d'un désaccord entre la direction de l'exécutif et son noyau opérationnel immédiat. La presse, initialement réticente à mettre en avant cet épisode, y a accordé une plus grande attention après la confirmation par des sources indépendantes que la mesure suggérée par le président aurait pour effet pratique, entre autres, d'entraver temporairement les enquêtes internes sur les fuites stratégiques survenues en novembre. Ce détail, qui n'a pas encore été officiellement confirmé par les agences concernées, a commencé à circuler dans des bulletins réservés aux parlementaires et, selon les informations de la presse internationale, aurait également motivé des réunions extraordinaires entre des représentants du ministère de la Justice et des conseillers de la vice-présidence. La vice-présidente, jusqu'alors muette sur le sujet, a maintenu son agenda fermé pendant 3 jours consécutifs sans faire de déclaration publique, ce qui a suscité des spéculations sur son implication possible dans des stratégies de limitation des dommages institutionnels. Il est encore trop tôt pour savoir si cette évolution indique un alignement tactique, une distanciation stratégique ou simplement une prudence politique face à un scénario encore en évolution. Ce type d'impasse, à la fois interne et publique, en dit beaucoup plus long qu'il n'y paraît. Elle laisse entrevoir une possible fracture entre l'exercice de l'autorité formelle et les mécanismes informels de limitation,
qui, historiquement, agissent comme des amortisseurs en période de tension institutionnelle. Le geste de Morton peut être interprété par certains comme une tentative de préservation personnelle face à un risque juridique latent. Pour d'autres, c'est un signe clair que la structure interne de la présidence ne répond plus de manière unifiée aux décisions du chef de l'exécutif. Dans les deux cas, la signification dépasse l'acte isolé. Il s'inscrit dans une série d'épisodes récents qui suggèrent une détérioration cumulative des relations entre le cabinet présidentiel et les noyaux techniques de l'appareil d'État. Il ne s'agit pas d'anticiper les jugements, mais de suivre attentivement l'évolution de signes comme celui-ci. Il révèle des zones de friction qui précèdent souvent des changements plus profonds, que ce soit dans l'équilibre des pouvoirs entre les organes ou dans la perception publique des limites de l'autorité présidentielle. C'est précisément pour cette raison que nous continuons à suivre ces mouvements avec attention et prudence, en proposant des analyses continues sur chacune des pièces qui composent l'échiquier institutionnel. C'est dans ce contexte que le refus de Charles H. Morton a pris une dimension qui dépasse le domaine administratif. La convocation émise par la commission sénatoriale du renseignement pour l'entendre en séance à huis clos, prévue pour le 19 décembre, n'était pas un cas isolé. 3 jours auparavant, un mémorandum confidentiel avait déjà circulé parmi les membres de la commission de la justice de la Chambre des représentants, alertant sur les éventuels impacts systémiques découlant de la suspension non autorisée des audits interagences en cours depuis octobre. Le document, signé par 2 sous-procureurs du ministère de la Justice, n'allait pas jusqu'à accuser d'illégalité, mais décrivait en termes techniques un scénario de risque juridique croissant pour les fonctionnaires qui autorisaient le gel de dossiers sensibles sans fondement juridique explicite. La convergence entre les actions du pouvoir législatif et les alertes internes du pouvoir exécutif n'est pas passée inaperçue. Et en coulisses, le geste de Morton a été considéré non seulement comme une manifestation de prudence fonctionnelle, mais aussi comme un symptôme de décalage entre les centres de contrôle et le centre de commandement. À partir de là, l'attention s'est tournée vers les mécanismes formels qui pourraient être mis en œuvre pour clarifier, réviser ou neutraliser la directive présidentielle. Le premier d'entre eux a été la demande de la direction démocrate de la Chambre des représentants afin que le Bureau des affaires législatives de la Maison-Blanche présente par écrit les fondements juridiques qui auraient étayé l'ordre émis au cabinet. Selon des sources proches de la négociation, le délai de réponse était de 72 heures. Le document est arrivé, mais incomplet. La version remise au Congrès contenait des passages supprimés au nom du secret d'État, ce qui a provoqué des réactions immédiates de la part des parlementaires expérimentés en matière de supervision de la sécurité nationale. L'absence de justification claire sur les objectifs de la suspension et sa conformité avec le protocole FISA d'interception des communications a conduit le comité de surveillance à adresser une lettre officielle au procureur général, demandant une évaluation indépendante de la légalité de la mesure. Cette convergence aide à comprendre pourquoi, lors des dernières sessions, des sénateurs de différents horizons idéologiques ont commencé à manifester publiquement leur inquiétude quant au mode de décision de l'administration actuelle. Le sénateur Marcus Green, républicain modéré du Missouri, a déclaré en séance plénière que les mesures administratives sans base juridique claire doivent être soumises à un contrôle externe immédiat, en particulier lorsqu'elles impliquent des restrictions au flux d'informations entre les agences. La sénatrice Karen Lopez, démocrate de Californie et vice-présidente de la Commission du renseignement, a quant à elle déclaré que l'absence de transparence sur les critères utilisés pour suspendre les audits en cours compromet l'intégrité institutionnelle du processus décisionnel. You don't hand matches Aucune de ces to an déclarations arsonist, mentionne directement and you don't give power to an angry left-wing mob. et leur accumulation dans des espaces formels indique un malaise croissant, même parmi les parlementaires qui évitent traditionnellement les confrontations directes avec l'exécutif. Dans ce contexte de pression institutionnelle croissante, la vice-présidente a convoqué une réunion extraordinaire avec les dirigeants des partis et les conseillers juridiques à l'Observatoire naval, résidence officielle de la fonction.
La réunion, qui ne figurait pas à l'ordre du jour officiel, a rassemblé au moins 2 anciens chefs de cabinet et un ancien directeur de la CIA, selon les registres croisés des déplacements officiels et les informations recueillies par la presse locale. Bien qu'aucune information n'ait été officiellement divulguée, les analystes qui suivent de près le noyau dur de la présidence ont interprété cette réunion comme une tentative d'évaluer les scénarios juridiques en cas d'aggravation de la crise et les implications possibles pour le commandement même de la coalition gouvernementale lors des prochaines élections. C'est la première fois depuis son entrée en fonction que la vice-présidente mène une articulation de cette nature en parallèle avec la Maison-Blanche, ce qui, en soi, signale déjà un remaniement interne important. Cette réactivation des garanties administratives renforce l'idée que la crise actuelle ne se résume pas à un conflit interpersonnel ou à un différend bureaucratique ponctuel. Selon l'évaluation des secteurs techniques et juridiques, l'égalité n'ont pas passé les filtres habituels de conformité normative. La réaction rapide du système, par le biais du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire et des instances internes du pouvoir exécutif, révèle que, même sous une pression politique intense, les institutions conservent encore des mécanismes de réponse capables de contenir les décisions unilatérales qui mettent en péril l'équilibre fonctionnel de la gouvernance fédérale. Dans ce contexte, des analyses comparatives avec d'autres moments de tension institutionnelle commencent à apparaître dans les rapports internes des observatoires juridiques et des fondations spécialisées. La similitude avec des épisodes tels que le Samedi sanglant de 1973, au cours duquel les procureurs ont refusé de licencier les enquêteurs de l'affaire du Watergate, ou les lettres publiques des chefs militaires en 2020 mettant en garde contre l'utilisation abusive des forces armées, est observée avec prudence, mais n'est pas écartée. Ces parallèles servent moins à prédire les résultats qu'à illustrer qu'il existe des modèles de résistance institutionnelle qui émergent chaque fois que les limites entre autorité et légalité deviennent floues. Il existe différentes interprétations quant à la portée et aux effets du refus attribué à Charles H. Morton. Et c'est précisément dans ce domaine d'incertitude que le débat institutionnel devient plus intense. Pour une partie des juristes liés à la faculté de droit de l'université de Georgetown, cet épisode peut être considéré comme une initiative de protection fonctionnelle, expression utilisée pour décrire des attitudes qui, même en dehors du rituel habituel, cherchent à préserver la cohérence et l'intégrité des institutions face à des décisions qui semblent s'éloigner de leur objectif initial. Cette interprétation n'établit pas automatiquement que l'ordre était illégal, mais indique la présence d'éléments suffisants pour soulever un doute raisonnable quant à sa légitimité dans le cadre de l'ordre juridique en vigueur. À l'inverse, d'autres experts avertissent que le refus peut compromettre la prévisibilité de la chaîne de commandement, en particulier dans des domaines sensibles tels que le renseignement national, où la stabilité hiérarchique est considérée comme une condition fondamentale pour la sécurité de l'État. La controverse s'articule autour d'un point central. Quelle est la limite acceptable pour qu'un haut fonctionnaire conteste un ordre présidentiel, sans que cela soit interprété comme de l'insubordination ou une rupture de la confiance institutionnelle? La législation en vigueur ne fournit pas de réponse objective à ce type de situation, ce qui élargit la marge d'interprétation fondée sur des précédents historiques, des avis techniques et des constructions doctrinales. Les archives disponibles indiquent qu'au cours des 4 dernières décennies, il y a eu au moins 5 épisodes au cours desquels des fonctionnaires de haut rang ont remis en question la légalité d'ordre reçu directement de l'exécutif. Aucun de ces précédents n'impliquait toutefois un chef de cabinet intérimaire nommé en urgence après la destitution d'un prédécesseur pour des soupçons administratifs. Selon les analystes attentifs au fonctionnement interne de la présidence, ce détail spécifique ajoute un élément supplémentaire d'incertitude, car l'autorité même de Morton découle d'un processus marqué par une instabilité préalable. Parallèlement, un différend d'interprétation se consolide sur le plan politique.
Les secteurs du Congrès alignés sur l'opposition voient cet épisode comme un signe de fissures internes importantes au sein de l'administration, susceptibles de compromettre sa capacité à gouverner de manière coordonnée. Les parlementaires, liés à la base gouvernementale, quant à eux, soutiennent qu'il s'agit d'un bruit technique, amplifié de manière excessive par la presse et par des adversaires intéressés à soutenir un discours de collapse institutionnel. Aucune de ces interprétations ne peut être écartée d'emblée, mais toutes deux mettent en évidence le degré de polarisation interprétative qui accompagne généralement les épisodes marqués par une ambiguïté institutionnelle. Dans de tels contextes, un même fait peut être présenté comme un signe de fragilité ou comme une démonstration de résistance selon le cadre adopté. Les analystes indiquent que l'issue à court terme dépendra moins de l'analyse strictement juridique du comportement de Morton que de la manière dont l'épisode sera politiquement cadré dans les semaines à venir. Une éventuelle décision de la Maison-Blanche de le remplacer pourrait signaler l'intention de réaffirmer son contrôle total sur le noyau opérationnel de la présidence. Le choix de le maintenir à son poste, même face aux pressions, impliquerait une validation implicite de son refus et pourrait encourager d'autres manifestations similaires d'autonomie fonctionnelle parmi d'autres hauts dirigeants. Aucune de ces alternatives n'est sans risque, et le fait que la décision n'ait pas encore été prise suggère l'existence de divergences internes quant à la stratégie à adopter. Le scénario reste indéfini, et les prochains mouvements institutionnels seront décisifs pour établir les contours de cette impasse. Le procureur général pourrait émettre un avis interprétatif sur la portée de l'ordre présidentiel, contribuant ainsi à clarifier s'il y a eu effectivement une transgression normative, ou seulement une faille procédurale dans le traitement de la directive. Le Congrès peut choisir d'organiser une audience publique pour entendre non seulement Morton, mais aussi d'autres fonctionnaires impliqués dans la chaîne de communication. Quant au pouvoir judiciaire, s'il est sollicité, il pourrait être appelé à se prononcer sur la validité des ordres exécutifs qui n'ont pas été précédés d'un fondement juridique formel, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans la jurisprudence déjà complexe sur les limites du pouvoir présidentiel. À ce jour, aucun consensus ne s'est dégagé sur la question de savoir si cet épisode représente une crise institutionnelle en cours ou un incident ponctuel. Pour certains observateurs, l'attitude de Morton peut être interprétée comme une mesure préventive, destinée à éviter que sa signature ne soit associée à une mesure potentiellement illégale. D'autres, cependant, y voient de l'opportunisme, arguant que l'intérimaire aurait agi de manière calculée pour créer une impasse politique susceptible d'affaiblir l'autorité présidentielle à un moment où celle-ci est déjà fragilisée. Aucune de ces hypothèses ne peut être pleinement prouvée à ce stade, et le système institutionnel semble déterminé à gérer le conflit sans dépasser les limites normatives. Cette attitude de retenue, perceptible tant dans les déclarations officielles que dans les mouvements internes des institutions, suggère que, malgré les tensions, un effort conscient est fait pour maintenir le conflit dans les limites de l'équilibre entre les pouvoirs. Cela ne signifie toutefois pas que la situation soit résolue. L'absence de réponse définitive de la présidence sur l'ordre initial, ajoutée au silence de la vice-présidence et à l'action parallèle du pouvoir législatif, indique que l'impasse reste active et pourrait s'aggraver à mesure que de nouveaux développements se produisent. Dans ce contexte dynamique, le rôle de la presse, des observatoires institutionnels et des citoyens attentifs devient encore plus important. Dans des scénarios comme celui-ci, la surveillance éclairée des actes et des omissions des autorités concernées constitue l'une des rares garanties que le débat public ne sera pas remplacé par des accords opaques ou des interprétations unilatérales des faits. Dans des moments de cette nature, suivre attentivement les signaux émis par chaque instance du système peut révéler des aspects importants sur le degré de résilience ou d'accommodation des structures démocratiques, face à des pressions internes qui ne sont pas toujours perceptibles à première vue. C'est pourquoi nous continuerons à suivre les développements avec une attention analytique constante, en cherchant toujours à établir des liens pertinents entre des épisodes apparemment isolés et le fonctionnement plus large du système politique et juridique.